Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Lundi s'ouvre en France la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Une bonne occasion de faire le point sur l'antiracisme en France, dans notre pays. Autrefois, naguère encore, on pourrait dire. Les antiracistes étaient unis, ils faisaient front commun. Aujourd'hui, ils semblent divisés. Ils s'accusent, se soupçonnent mutuellement de tous les maux, y compris d'être racistes ou de faire le jeu des racistes. Alors comment réconcilier les antiracistes? On en débat ce soir avec Oliviero Toscani. Vous êtes photographe, vous vous êtes fait connaître dans le monde entier par les campagnes d'affichage d'une célèbre marque de pull. Vos photos ont symbolisé l'antiracisme des années 80-90. On les retrouve, celles-ci et les autres, sur le sida ou l'anorexie, dans un livre intitulé Oliviero Toscani, plus de 50 ans de provocation. Et la Galerie La Une à Paris et les galeries Yellow Corner organisent une rétrospective de votre travail jusqu'au 1er avril. Sabrina Goldman, vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit pénal et en droit de la presse, première vice-présidente de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Naboula Soumaoro, vous êtes civilisationniste, ça veut dire que vous enseignez l'histoire des civilisations, vous êtes membre du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, vous présidez l'association Black History Month et vous faites partie de l'organisation de la Marche de la dignité et contre le racisme qui a eu lieu le 31 octobre dernier. Ouria Boutelja, vous êtes porte-parole du Parti des indigènes de la République. Pour vous, la France maintient un continuum colonial en cantonnant les Noirs, les Arabes, les musulmans, les Roms à un statut analogue à celui des indigènes dans les anciennes colonies. Et vous venez de publier Les Blancs, les Juifs et nous, un essai sur les conditions d'une alliance politique, selon vous, entre les Blancs, les Juifs et ceux que vous nommez les post-colonisés, les Noirs et les Arabes, dans la perspective d'une émancipation collective, ce que vous appelez l'amour révolutionnaire. Thomas Guénolé, vous êtes politologue, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants, dans lequel vous déconstruisez la figure du jeune de banlieue telle qu'elle est véhiculée dans les médias. Nadia Remadna, vous êtes présidente de l'association La Brigade des Mères. Vous venez de publier Comment j'ai sauvé mes enfants. Alors de quoi? Eh bien de la radicalisation, de l'antisémitisme, du racisme, de la haine, de la victimisation, du clientélisme. C'est tout cela, d'après vous, qui menace aujourd'hui. Emmanuel de Bono, vous êtes historien de l'antiracisme. Vous êtes l'auteur d'Aux origines de l'antiracisme, un livre sur la LICA, la Ligue contre l'antisémitisme, l'ancêtre de la LICRA, entre 1927 et 1940. Enfin, Anastasia Colosimo, vous êtes l'auteur des Bûchers de la liberté, dans lequel vous dénoncez l'usage qui a été fait en France des lois interdisant les propos racistes et antisémites. Cela a entraîné, dites-vous, une communautarisation des individus et une concurrence entre les victimes. Alors je vous propose de répondre d'abord à cette première question. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé depuis l'époque des photos d'Oliviero Toscani? On va les revoir, ces photos, elles vont passer dans les barcots, comme on dit ici. Pour vous, Oliviero Toscani, qu'est-ce qui a changé? C'est pas changé, ça. C'est évolué. C'est évolué et personnellement, je ne suis pas antiraciste ou je ne suis pas raciste. Je crois que c'est un faux problème à la fin. Au moins pour moi, c'est un faux problème. Pourquoi? C'est pour ça. Parce qu'on n'est pas divisé par ça. Par les races, vous voulez dire? Non. On est divisé par les pauvres et les riches. Je dis une chose très banale, mais peut-être on oublie constamment ce fait qu'on vraiment on est divisé par riches et pauvres. Et c'est peut-être parce que justement on ne l'oublie plus aujourd'hui et qu'on s'en souvient que... Peut-être on a peur de ça. Et je trouve que c'est un pendule, hein, ça retourne maintenant, le racisme. Et après, ça va retourner dans 15 ans encore, ça continue. Mais pour moi, personnellement, c'est une bataille gagnée. Un jour, on ne va plus avoir ce problème. J'ai entendu parler de l'esclavage, non? On peut même me rire si on pense à l'esclavage, même s'il y a encore quelquefois. Mais je trouve que c'est une mentalité de rétroguardia. De rétrograde. Oui, rétrograde et rétrogarde. Cette histoire du racisme. Quelle race? Moi, je n'ai même pas un problème avec mes chiens qui sont vraiment une autre race. Et tout ça a été
Je dois dire, la France, c'est le pays des intellectuels. Là, vous êtes le pays qui inventez les intellectuels. Mais je ne trouve pas que les intellectuels sont toujours très intelligents. Alors, qu'est-ce qui a changé? Non, oui, parce que je me rappelle les intellectuels, oui, l'antiracisme, ça. Dès qu'on parle du antiracisme, ça signifie qu'on accepte le racisme. Alors, là, c'est le problème. Ça va être le problème de toutes les missions, parce que j'ai entendu... Non, c'est le problème. Comment réconcilier on accepte de parler, de dire « je suis antiraciste », signifie que tu acceptes le fait qu'il y a des racistes. Alors, si tu acceptes le fait, tu acceptes le racisme. On va continuer d'en parler. Qu'est-ce qui a changé? Toujours la même question. Sabrina Goldman, pour vous, depuis cette époque-là? La situation, déjà économique, sociale, elle n'est plus la même. La crise que la France traverse, on sait très bien que la crise, ça façonne, ça crée des boucs émissaires. Les Roms sont d'ailleurs l'exemple le plus criant, le plus parlant. Après, sur les modes d'expression du racisme, il y a des changements aussi qui sont importants. Internet, les réseaux sociaux, c'est la loupe grossissante de la bêtise humaine, où se retrouvent tous les racistes, complotistes. Donc ça, c'est aussi des nouvelles formes d'expression du racisme qu'il faut qu'on prenne en compte. Anastasia Colosimo? Alors, je serais d'accord pour dire qu'il y a un problème économique. Ce qui est certain, c'est que votre époque, c'est l'époque de ces photographies, c'est l'époque aussi de la mondialisation heureuse. Aujourd'hui, la mondialisation est beaucoup plus malheureuse. Les différences, les disparités se creusent entre le Nord et le Sud, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Il y a eu autre chose aussi, c'est le 11 septembre. C'est aussi le retour du religieux sur la scène internationale qui a complètement modifié la question de l'identité puisque ça a ajouté la question de l'appartenance ethnique, raciale ou nationale, la question religieuse qui aujourd'hui crispe tout le monde. Emmanuel de Bono? Je voudrais peut-être relativiser l'idée d'union passée par rapport aux divisions présentes. Je crois que le mouvement antiraciste a toujours été profondément divisé. Dès les années 30, même lorsqu'il y avait finalement très peu d'organisations, principalement la Ligue des droits de l'homme et la LICA à l'époque, il y avait déjà on n'était pas d'accord sur le pacifisme, on n'était pas d'accord sur un tas de questions. Et dans l'après-guerre, ça a été constamment, avec la création du MRAP, affilié au Parti communiste, avec d'autres formations, jusqu'à l'arrivée de SOS, il y a toujours eu finalement un paysage qui était assez divisé. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être finalement passé d'une espèce de paradigme universaliste ou revendiquant l'égalité des droits, le même traitement, l'égalité pour tout le monde et ne faisant aucune distinction entre les victimes potentielles du racisme à aujourd'hui de nouvelles formes de militantisme qui donnent l'impression finalement presque parfois de sélectionner les victimes ou en tout cas de se placer d'un point de vue communautaire. Pas forcément communautariste, mais peut-être plus communautaire. Nadia, et maintenant? Alors moi, si on veut parler du racisme, je veux dire de quel racisme on veut parler, duquel exactement, si ça évolue ou pas, duquel. Moi, personnellement, j'habite dans les banlieues, je travaille dans les banlieues. Effectivement, je suis comme monsieur, moi, je ne ressens pas le racisme parce que moi, j'aime tout le monde. Alors, je ne l'ai pas ressenti. Et pour moi, le racisme existe, bien sûr. Mais moi, ce qui m'étonne, l'évolution du racisme, c'est entre... Je vois dans les banlieues, je travaille, j'habite depuis 24 ans, c'est le racisme qu'il y a entre la même communauté. Par exemple, vous allez voir des Marocains et des Tunisiens, qui vraiment, il y a un racisme entre, par exemple, les Noirs et les Arabes. Ça, c'est effectivement, on est affronté qu'il n'y avait pas il y a 5-6 ans, ça n'existe pas. Et pourtant, ils ont grandi ensemble, ils ont été à l'école ensemble. Et aujourd'hui, vous trouvez le racisme communautaire entre Marocains et Algériens. Et c'est sur ça qu'on travaille. On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourtant, on ne peut pas parler de l'autre racisme, qui il y a des années, on parlait du racisme entre guillemets, les Français et tout ça. Et je trouve qu'aussi, on nous a enfermés dans une victimisation. On l'a alimenté par intérêt électoral ou autre, pour mouvement autre. Et aujourd'hui, nos enfants qui ont 24 ans et tout ça, on leur a imprégné dans leur tête ce racisme, cette victimisation, qui nous, aujourd'hui, en tant que mère, aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi que nos enfants, aujourd'hui, ont les jeunes, je parle en particulier, je ne peux surtout pas stigmatiser les gens de banlieue, c'est pas vrai. Les jeunes aujourd'hui ont cette haine et décident de quitter la France pour aller au Québec, pour aller ailleurs. Aujourd'hui, nous les mères qui aimons la France, qui est au contraire que on adore la France, on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça dans cette association, on se dit mais
t'es marocain, t'es algérien, t'es tunisien, vous êtes en train de vous tapasser des règlements de compte dans les quartiers, tout ça. Et c'est sur ça que nous, on a créé cette brigade des mères pour cette réconciliation. Alors aujourd'hui, on est dans un racisme c'est pas de race, de même nationalité à la base, de la même religion, de même prénom. Et aujourd'hui, il y a ce racisme-là qui est créé dans nos quartiers. Maboula Soumaoro. Je pense que ce qui a pu changer ces dernières années dans, on va dire, ces luttes antiracistes, qu'elles aient été variées et divisées depuis les années 30, je pense que c'est surtout les personnes qui en parlent. Je pense qu'il y a eu quand même une sorte d'assertion des personnes qui sont le plus concernées, qui ont pris la parole. C'est-à-dire qu'on ne parle plus pour elles, mais on parle soit avec elles, ou soit on les laisse parler directement. Donc on a mentionné tout à l'heure SOS Racisme. Dire « touche pas à mon pote », ça implique quand même que c'est une personne qui en protège une autre. Et la personne protégée n'a pas la parole. Et donc je pense qu'on a vraiment dépassé ce stade et que maintenant les personnes qui sont le plus touchées par ces phénomènes, par ce racisme, qui ne sont pas des questions de manque d'amour ou de sentiments, hein, c'est vraiment une oppression, une exclusion, une marginalisation, et ben ces personnes-là sont en mesure ou insistent pour parler pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Voilà. Gloria Boutelja. Je vais déjà commencer par vous faire un aveu. Moi, je ne savais pas, par exemple, qu'il y avait une journée consacrée au racisme et à l'antisémitisme. Et je trouve que je suis une militante politique antiraciste et je ne suis pas au courant qu'il y a cette journée. Donc je pense que déjà, cette semaine. Donc en soi, c'est déjà révélateur d'un détachement, d'un clash des antiracismes qui, effectivement, on constate, qui a évolué depuis les années 80. Il y a eu des mouvements dont le leadership était entre les mains des personnes issues d'immigration postcoloniale et qui sont sorties dans la rue pour dire, par exemple, qui ont posé des questions politiques directement liées au racisme d'État. Et là, je précise mon vocabulaire, je parle de racisme d'État, je ne parle pas de racisme intercommunautaire. Là, quand on fait de l'antiracisme politique, on s'attaque au racisme structurel. Et les jeunes qui sont sortis dans la rue dans les années 80 et qui ont marché dans le cadre de cette marche qu'on appelait la marche pour l'égalité contre le racisme, c'est des gens qui posaient une question parfaitement politique. Elle a été instrumentalisée, elle a été détournée de son fondement pour être transformée par un antiracisme moral. Et me semble-t-il, ce que nous subissons aujourd'hui, c'est la faillite de cet antiracisme moral. Aujourd'hui, il y a une crise de leadership. En réalité, ce que tu dis, Maboula, c'est qu'on a sur le terrain des luttes des associations, des groupes qui subissent des racismes spécifiques. Je voudrais par exemple citer la BAN, la Brigade antinégrophobie. Je voudrais citer le CCIF qui lutte contre l'islamophobie. Je voudrais citer la Voix des Roms qui lutte contre la romophobie. À chaque fois, il s'agit de pointer du doigt un racisme d'État spécifique. Et ce que l'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a d'un côté ceux qui subissent le racisme et qui se constituent dans des regroupements et qui luttent contre le racisme d'État, et il y a l'antiracisme officiel qui lui-même est clivé, parce qu'il n'y a pas un antiracisme homogène. Il y a la LICRA, il y a l'ALDH, le MRAP, il y a SOS Racisme. Elles-mêmes sont clivées. En fait, ce serait faux de penser qu'il y a un seul antiracisme. Ils sont clivés, à mon avis, par une ligne qui est que certains sont contre le pouvoir et d'autres sont plus consensuels vis-à-vis du pouvoir. Mais il y a quelque chose qui les unit, c'est une fausse définition du racisme. Et je reviens sur le fait que leur ligne directrice, leur définition du racisme, elle est morale. Et c'est ça, à mon avis, qui crée le dissensus entre ceux qui subissent le racisme et ceux qui sont, à nos yeux, des antiracistes moraux. Qu'est-ce que vous appelez le racisme d'État, Gloria Boutelja? C'est le racisme qui n'est pas... Non, c'est le racisme qui n'est... Alors d'abord, Frantz Fanon disait une société est raciste ou ne l'est pas. Alors ce qui n'a pas changé, c'est que la France est une société, en tout cas la France fait subir à une partie de la population, et en particulier celle issue de l'histoire postcoloniale, celle qui est aujourd'hui qui vit dans les quartiers, une relégation sociale qui est à la fois, donc effectivement monsieur a raison, il y a la question de classe et il y a aussi la question de race, et c'est la question et c'est le clivage de race est un clivage qui aujourd'hui n'est pas assumé, en tout cas ne veut pas être vu, au prétexte que la race n'existant pas, on ne peut pas attaquer, en tout cas on ne peut pas s'attaquer à un système qui n'existe, que la race n'existant pas, on ne peut pas la faire exister. Voilà. On crée du racisme
en pointant du doigt l'existence des races sociales, en réalité, qui sont un produit de l'histoire et du pouvoir. Thomas Guénolé. Excusez-moi, je suis un peu ému. Je pense que ce qui a changé, c'est qu'il y a une partie de l'antiracisme, et ça me fait beaucoup de peine de dire ça, qui est devenue raciste. Je parle de vous, hein, Madame Boutelja. Ah bon, ça commence. Là, ceci est une photo où vous posez à côté d'un slogan où il y a marqué « sioniste au goulag ». Ça signifie, au sens strict, les Juifs favorables à l'existence d'Israël doivent être envoyés dans des camps de concentration. Par ailleurs, vous êtes raciste, madame. Dans votre livre, le tout récent, Les Blancs, les Juifs et nous, je cite, « La blanchité est une forteresse, tout blanc est bâtisseur de cette forteresse. Tout blanc, c'est une généralisation fondée sur la couleur de la peau. La généralisation fondée sur la couleur de la peau, surtout pour un propos négatif, c'est du racisme, madame. » D'ailleurs, en parlant des Blancs, toujours dans votre livre, vous expliquez, à une autre page 30 en l'occurrence, je ne vais pas citer toutes les pages, mais mes citations sont exactes. « Je n'ai jamais pu dire nous en vous incluant, vous parlez des Blancs, vous ne le méritez pas. » Par ailleurs, vous êtes misogyne. Vous expliquez dans votre livre que si une femme noire est violée par un noir, c'est compréhensible qu'elle ne porte pas plainte pour protéger la communauté noire. Vous distribuez des permis de violer. Témoignage cité dans votre livre d'une victime noire. Je n'ai jamais porté plainte parce que je voulais vous protéger. Votre commentaire. Les hommes doivent apprendre à nous respecter et comprendre notre sacrifice comme nous comprenons la nécessité de les protéger. Les femmes noires et les femmes arabes qui nous regardent apprécieront. Votre communautarisme, par ailleurs, il est explicitement raciste, me semble-t-il, puisque dans une interview le 26 avril 2015, vous avez dit « L'idéologie selon laquelle les couples mixtes, la rencontre entre deux cultures, c'est beau, c'est pourri. » Fin de citation. Donc les Noirs avec les Noirs, les Arabes avec les Arabes, les Blancs avec les Blancs. Je vous informe que d'un point de vue technique, pour suivre votre idée, il faudrait faire ce qu'on appelle des lois raciales. Et puis vous êtes homophobe. Dans votre livre, l'homme arabe qui fait son coming out homosexuel, c'est un acte de soumission à la domination blanche. Je cite, « Comme chacun sait, la Tarlouse n'est pas tout à fait un homme, ainsi l'arabe qui perd sa puissance virile n'est plus un homme. » Fin de citation. D'intervenir parce qu'il se trouve que je viens de lire le livre d'Ouria Boutelja et que je pense que dans les citations que vous avez citées, il faudrait commencer par les définitions qui sont proposées par Ouria Boutelja quand elle parle, que ce soit des indigènes, quand elle parle des femmes indigènes, quand elle parle des blancs. Voilà. Et je pense qu'il est important, par honnêteté intellectuelle, de parler de cette identité blanche qui est présentée de manière assez problématisée, et c'est-à-dire qu'on ne parle pas des individus blancs, on parle d'un système, d'une structure qu'on peut dater à l'ère moderne, qu'on peut dater à la période de l'entrée de l'Occident dans les Amériques, ce qui a mené à la colonisation du continent américain, la colonisation du continent africain plus tard, et qui a produit des identités qui nous empoisonnent jusqu'à aujourd'hui, qui sont ces identités blanches et noires. Voilà. Donc la race a été inventée à une période précise de l'histoire, et quand Ouria Boutelja, dans ce livre précis, je ne vais pas revenir sur les autres citations que vous avez faites parce que je ne les connais pas, mais quand elle parle des Blancs, il faut vraiment essayer d'avoir cette honnêteté intellectuelle de reconnaître ce qu'est un blanc. Et je pense que, étant vous-même universitaire ou chercheur, vous savez qu'il y a toute une littérature, tout un champ de recherche qui est dédié à la blanchité, ce qu'on appelle la blanchité. En anglais, ça sera les whiteness studies. On a la question de la blanchité, tout comme on a eu les gender studies, la fabrication du genre, la masculinité, la féminité. Voilà, donc je pense qu'il est important quand même de poser ces bases avant de pouvoir discuter de manière apaisée sur... je vous répondrai là-dessus, mais nous avons des points de convergence, madame. Je ne vais pas m'étendre parce que une partie des citations de M. Guénolé sont parfaitement vraies et je les assume. Simplement, effectivement, il va falloir lire le livre pour se faire une idée de la précision avec laquelle j'utilise un certain nombre de concepts. Effectivement, et je déplore que M. Guénolé n'ait pas saisi la complexité de mon propos. Parce que qu'il est très direct. Il est direct, il est franc, il est sans ambiguïté, il dit les choses, je ne me cache pas derrière mon doigt. Il est hors de question aujourd'hui, au moment où effectivement nous sommes devant des enjeux politiques extrêmement graves, et là je parle des attentats
de février, je parle des attentats de novembre. Je pense que je suis, à titre personnel, interpellée par ce qui se passe. Je pense que ça nous pose des problèmes politiques extrêmement graves et je ne vais pas vous laisser à ce point détériorer une parole qui, à mon sens, aujourd'hui, est utile pour la compréhension de nos rapports et des guerres que cela peut impliquer si, effectivement, on ne réfléchit pas politiquement à la manière dont le racisme structurel nous abîme les uns et les autres. Et c'est la raison pour laquelle je propose une sortie avec ce livre, et ça s'appelle « Pour une politique de l'amour révolutionnaire ». Et j'ai un peu de mal à comprendre, en tout cas vous allez essayer de me faire comprendre, comment se fait-il qu'une infâme raciste comme moi propose une sortie avec un moyen qui s'appelle l'amour révolutionnaire. J'aimerais bien que vous me l'expliquiez. Juste un mot, je peux et puis répondre, après on passe à autre chose, parce que ce n'est pas un débat. Oui. Bien sûr. Oui, brièvement. D'abord, vous avez mentionné 1492, je crois, madame. Je vais faire bref. Hein. Vous avez mentionné 1492. Je voudrais dire qu'à l'époque où intervient 1492, l'écrasante majorité de la population qui a la peau blanche en France, elle travaille comme serf. Et donc ce sont des exploités aussi. Je voudrais aussi rajouter que mon propre arrière-grand-père, maternel qui s'appelait Thomas Savinski et dont je porte le prénom, il est mort de la silicose dans les mines de charbon françaises. Je n'ai pas l'impression que c'était un dominant blanc et un exploiteur. Et je voudrais ajouter, mais ça c'est un point de convergence avec vous, madame, je trouve que l'enseignement de l'esclavage colonial est insuffisant dans l'enseignement éducatif français. Par contre, nous avons effectivement des progrès, notamment. Je suis d'accord avec. Pardon, madame. Je peux parler des serfs et l'annoncer que les esclaves viennent du mot slave. Je ne vous ai pas interrompu. C'est pas ça la question. Je voudrais terminer mon propos. Ensuite. Les travailleurs pauvres blancs et les esclaves noirs n'ont pas eu le même statut historique. S'il vous plaît, parce que là, je voudrais terminer mon propos. Juste terminer, Thomas Guénolé. Je veux bien que vous m'expliquiez que vous n'êtes pas raciste, que vous n'êtes pas homophobe. Sauf que dans votre livre, quand les hommes noirs ou arabes arrêtent de dominer leurs femmes, c'est une conversion aux valeurs des Blancs, donc c'est mauvais. Je vous cite, « Ils sont laids parce qu'ils n'abdiquent leur virilité que pour plaire aux Blancs. Quand les hommes de chez nous se réforment sur injonction des Blancs, ce n'est pas bon pour nous. Je préfère l'authentique à la copie. » Oui, alors. Voilà, je me contente, oui, madame. alors. Oui, si vous ne voyez pas le problème, alors, il y a un certain nombre de personnes qui nous regardent, qui le voient, et je m'en contenterai. Je vous propose justement de nous interroger juste sur la législation, puisque c'était une des questions que je voulais vous poser. La législation telle qu'elle existe en France, elle est organisée depuis la loi de 1972, qu'on appelait les lois Pleven. Je vous propose de revenir à la loi Pleven. Trop de juifs.